Donc 4 ans de relation à distance, pas toujours facile, parce qu'il était important aussi que j'acclimate les enfants. C'était important qu'on les associe au projet. Ils étaient déjà ados. Donc j'ai quitté Orange le 30 septembre, le 1er octobre, j'avais déjà pris mon avion. Alors une femme qui a grandi en France, qui arrive dans un milieu totalement masculin, elle doit faire ses preuves. Mais bon, c'est la famille. Je leur ai rien demandé comme document. Sur quoi tu veux que je m'appuie ? Et tu vas mettre qui en prison ? Les personnes de la diaspora qui s'installent en Côte d'Ivoire veulent être au centre. Et ça coûte extrêmement cher. Oui. Enfin, c'est vrai, la vie en Côte d'Ivoire est chère, donc il faut être extrêmement préparé. Mais t'en as besoin. Si t'es entrepreneur, tu peux pas rester chez toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes ton choix ? Kumba, qu'est-ce qui fait qu'on laisse un poste de cadre dans un grand groupe international en France, un poste que tout le monde pourrait, entre guillemets, envier, pour aller s'installer en Afrique ? Une recherche de sens, d'ancrage. C'était extrêmement important pour moi de m'installer en Afrique. Et c'était un projet que je nourrissais déjà depuis toujours. J'avais la conviction que j'allais m'installer tôt ou tard en Afrique. Donc c'était quelque chose de plus fort finalement que tous les avantages, que tout le confort dont je jouissais ici. On pourrait très bien se dire que le sens, on peut le trouver ici. Mais pourquoi spécifiquement l'Afrique ? Pourquoi ? Oui, c'est vrai. En effet, le sens, je l'ai trouvé initialement ici. J'ai grandi ici, je suis née à Paris, je suis française. Mais pour moi, je considère que l'Afrique n'est pas au niveau où elle devrait être. Et je souhaiterais apporter, à mon humble échelle, ma contribution au développement socio-économique de l'Afrique. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour venir en France, pour me donner un avenir meilleur. Et moi, j'aimerais aussi leur rendre l'appareil et leur montrer aussi que dans l'autre sens, c'est totalement possible. Donc, c'est ça. Je pense que c'est viscéral en réalité. Il y a aussi peut-être... c'est pas que... Oui, je pense que c'est quelque chose de très profond qui m'a amené à renoncer à ce confort, à tout ça, à tout ce que j'ai construit pendant des années. Parce que je suis pas arrivé cadre dans le groupe tout de suite. Hein. J'ai dû me battre pour obtenir cette position. Mais je l'ai obtenue. Et finalement, je veux maintenant mettre mes compétences au service de mon entreprise et au développement de l'Afrique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de retour en Afrique, le fameux Back to Africa. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Kumba. Après une 20aine d'années dans un grand groupe international, Kumba a fait le choix de tout quitter pour tout reconstruire en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle a choisi de partager avec nous quelles sont les raisons qui se cachent derrière un tel choix, quels sont les défis par lesquels elle va passer, les réalités qui l'attendent sur place et toutes les leçons qu'elle en a tirées. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de faire ce partage avec nous ? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Kumba. Bonjour. Bienvenue sur Résonance. Merci pour l'invitation. Mais écoute, avec plaisir, ça fait plaisir de te recevoir. Sur Résonance, on a un petit rituel, c'est de compléter une phrase. Et la phrase que j'ai pour toi, elle dit ceci: j'aurais aimé que quelqu'un me dise que... Que quelqu'un me dise que ça va être difficile, ça va être un long parcours, mais le jeu en vaudra la chandelle. Ça veut dire qu'il y a du positif. Ouais. Beaucoup de sacrifices, mais beaucoup de positifs aussi. Top. Du coup, c'est ce que tu vas partager avec nous. Ouais, tout à fait. Mais avant, on a envie de savoir c'est qui Kumba aujourd'hui. Kumba, bien, je m'appelle Kumbaba, j'ai 48 ans. 3 enfants, un grand de 21 ans, des jumeaux de 18 ans. Et donc, je suis en couple, marié. Et nous sommes ensemble depuis 28 ans. Quand même, je me rends compte que des chemins parcourus. Je suis d'origine malienne sénégalaise. Je suis née à Paris. J'ai grandi en Île-de-France.
J'ai travaillé pendant plus de 20 ans, enfin l'essentiel de ma carrière, hein, chez Orange, 21 ans, en tant que... Enfin, j'ai occupé plusieurs postes. Donc, cette entreprise m'a donné ma chance. J'ai intégré le poste de chargé de la relation client et ensuite j'ai évolué dans la chefferie de projet, dans le marketing, dans la relation client. Et ensuite, j'ai fait le choix, finalement, de renoncer à cette carrière que j'ai mis du temps à construire d'ailleurs. Oui. Pour m'installer en Côte d'Ivoire, qui n'est pas mon pays d'origine. Après, voilà, je vous expliquerai pourquoi. Et je suis ravi du choix que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans d'ailleurs, que j'ai créé l'entreprise TerraAfrica Group. TerraAfrica Group. Et vous faites quoi? Nous accompagnons la diaspora à davantage s'ancrer en Afrique. Nous les accompagnons à investir dans le foncier. Et nous organisons également des voyages business immersifs qui permettent de découvrir la Côte d'Ivoire, ses opportunités et développer son réseau aussi sur place. Tu nous en diras un peu plus vers la fin. Tout à fait. La première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on commence à réfléchir et à se dire, au fait, peut-être qu'il y a une autre voie que celle que j'ai prise. J'ai toujours su que j'allais m'installer en Afrique. Ça, c'était une certitude. Orange, c'est un groupe au sein duquel je me suis épanouie, au sein duquel j'ai pleuré, j'ai perdu des collègues, j'ai ri, j'ai grandi au sein de cette entreprise. J'ai développé énormément de compétences. J'ai regardé mon bilan et j'ai suivi plus d'une soixantaine de formations en 20 ans. Donc, je suis une boulimique de la connaissance. Et comme je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le but aussi, c'est de mettre à disposition mes compétences au service de l'Afrique et au service de mon entreprise. J'ai aussi des enfants, c'était important pour moi. Ce qui a été le catalyseur aussi, c'est le Covid. Le Covid a rebattu toutes les cartes. Avec mon mari, on s'est posé, on s'est dit, bon, là, il faudrait que notre vie ait plus de sens. Enfin, chez Orange, on parlait de millions d'euros, j'étais chef de produit sur mon dernier poste. Bon, j'étais challengée, je devais concevoir des offres qui permettaient de développer des chiffres d'affaires avoisinant les 3, 4, 5 millions d'euros, mais on en parlait comme si c'était des centimes d'euros. Donc ça n'avait même pas vraiment de sens pour moi. Et j'avais pas du tout cette sensation de me sentir utile au sein de ce grand groupe, bien que je ne regrette absolument pas le parcours que j'ai eu, mais j'avais besoin de plus. Je voulais aussi que mes enfants connaissent l'Afrique davantage. Moi, j'ai découvert l'Afrique, j'avais 20 ans. Relativement tard quand même. Et c'était important pour moi que mes enfants sachent d'où ils viennent. Oui. Donc ça a été aussi un moteur qui nous a confortés aussi dans notre choix. D'accord. Le catalyseur, ça a été le Covid. Quelle est la première action que vous faites derrière, en fait? Concrètement, qu'est-ce que vous faites quand le Covid arrive qui prépare justement ce retour-là vers l'Afrique? En réalité, on l'a préparé depuis longtemps. Parce que avec mon mari, on a toujours... développer notre patrimoine. On a commencé en France, dans l'immobilier. On a revendu nos appartements, on s'est fait une plus-value intéressante de 40 000 euros au bout de 4 ans par appartement. Et ça a été le départ de tout. On a investi au Mali, donc fait construire une maison. Ensuite, quelques années plus tard, la maison a été revendue. Mon mari avait déjà commencé des constructions en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc déjà, parce qu'il se projetait, il a toujours été entrepreneur, donc l'idée c'est aussi qu'il puisse avoir une retraite. Et quand j'ai fait le choix aussi de m'installer en Côte d'Ivoire, de par la situation chez Orange que j'avais, j'ai pu aussi acquérir un immeuble rapport et l'idée c'était aussi de développer mon patrimoine. Donc ce qui a vraiment été aussi un levier puissant de croissance, c'est l'immobilier. On a toujours développé notre patrimoine et c'est ce qui nous a permis finalement de rebondir plus facilement parce que les immeubles étaient à l'arrêt en Côte d'Ivoire. Ensuite on a fait le choix de mettre tous nos œufs dans le même panier et d'avancer les travaux. Et une fois que... Et après, il y a une décision qui a été un peu aussi lourde de sens. Mon mari a dû partir avant nous. Donc 4 ans de relation à distance. Pas toujours facile, mais je faisais beaucoup d'allers-retours quand même. Mais sans ça aurait été très difficile. Moi, il fallait que je reste là, que je gère aussi les enfants, que financièrement, je sois aussi présente, parce que j'avais... quand on est tous les deux entrepreneurs, c'est pas toujours évident. Oui. Et quand on bascule un peu dans l'inconnu, parce que ça reste quand même un environnement qui est différent totalement du nôtre. Donc on pouvait pas partir comme ça, se lancer à l'aventure. Donc chacun avait son rôle, on va dire. D'accord. Mais ton mari, lui, il est de quelle origine? Il n'est pas ivoirien?
Du Mali. Il est du Mali aussi comme toi. Aussi, d'accord. Ouais. Ok, j'avais cru que il avait des origines ivoiriennes, je sais pas pourquoi, mais c'est bien de clarifier. Donc, pour qu'on y aille pas à pas, parce que là, tu vas vite. Faut m'arrêter pour moi. Non, mais c'est très bien. C'est surtout pour nos auditeurs, pour ceux qui se posent aussi les mêmes questions. Parce que ce que tu nous expliques, c'est qu'il y avait déjà de l'investissement sur place avant même de prendre la décision d'y aller. Tout à fait. Et comment est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord sur la stratégie à adopter, le fait que monsieur va en premier, toi tu restes ici? Comment est-ce que ça se fait finalement? J'ai vu que c'était difficile pour mon mari de gérer à distance. Donc j'ai insisté, je lui ai dit vas-y, puis moi je gérerai ici. Et tant que tu seras pas sur place, on n'aura pas tous les éléments de l'équation. Donc forcément, c'est important. Et on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et on se rend compte que finalement, les opportunités, elles se créent sur place. À distance, on va rester beaucoup dans la réflexion, et on va perdre du temps. Donc, c'était important, et bon, c'est vrai que peut-être, au début, il voulait pas non plus imposer aussi son retour, mais j'ai perçu qu'il était important qu'il parte, et le but, c'est que, de toute manière, tout ce qu'il était amené à faire sur place, c'était dans le but que la famille en profite aussi. Donc, c'était une décision, je dirais, collégiale, mais j'ai quand même poussé pour qu'il parte l'esprit tranquille. Oui, pour qu'il ne s'inquiète pas en disant qu'il vous a imposé ce choix-là, alors que... D'accord, mais c'est bien, bravo. Donc, vous faites ça comme ça pendant 4 ans. 4 ans, donc ce sont les va-et-vient. Pendant ce temps-là, est-ce que c'était toi qui rentrais de temps en temps? C'était lui qui venait Non, c'était moi. Pendant 4 ans, il n'est pas venu une fois parce que il y avait tellement de choses à mettre en place. C'est moi qui ai fait les allers-retours. J'avais la chance d'avoir quand même pas mal de VRTT, pas mal de congés. Donc je faisais peut-être 3-4 allers-retours par an. Avec les enfants ou toute seule? Les enfants, je les ai emmenés les vacances d'été. D'accord. Voilà. Et moi, j'y retournais assez régulièrement. Tous les 3 mois, à peu près, j'étais sur place. Parce qu'il était important aussi que j'acclimate les enfants. C'était important qu'on les associe au projet. Ils étaient déjà ados. Oui, c'est ça. Mais avant même la partie adaptation, est-ce que vous avez un échange avec eux pour leur faire comprendre que vous envisagez un retour en Afrique? Oui. On a beaucoup échangé. Et je leur ai expliqué, vous voyez le loyer qu'on paye aujourd'hui, nous, en Afrique, on est en train de construire un écosystème qui va nous permettre de générer des revenus, d'avoir notre propre immeuble et de ne plus avoir de loyer à payer. Ah ouais? Ah bon? Et donc, je leur ai expliqué que fini les boîtes aux lettres, fini Marianne. Quand je dis Marianne, c'est les impôts. C'était un petit peu, j'essaie de leur raconter de manière un petit peu édulcorée pour qu'ils puissent se projeter. C'était un peu comme une histoire qu'on racontait. Et donc, ils ont compris qu'on était en train de créer notre nouvelle réalité, finalement, en Afrique. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, en réalité, parce qu'en France, c'est difficile. Tu peux pas... Nous, on a dans notre immeuble, on a pu... mon mari, il a son agence en bas. Moi, je suis en train de créer les bureaux. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie qu'on crée. Et je me retrouve plus à... Il n'y a plus cette logique de métro, boulot, dodo. Voilà, on s'est constitué une nouvelle vie. Et du coup, c'était important qu'on les associe pour qu'ils puissent comprendre là où est-ce qu'on allait. Tu disais que dans l'immeuble, il y a ton bureau, En fait, finalement, c'est quoi comme projet? Parce qu'au départ, je me suis dit, c'est peut-être un immeuble à mettre en location, mais non, pas que. En fait, tout ça, c'est fait petit à petit. Initialement, l'immeuble, c'est générer des revenus. À la base, c'était ça. Donc, il y avait 8 appartements. Quand on a fait le choix de s'installer, avec mon mari, on a discuté, on a dit, mais autant être logé sur place, ce sera plus simple plutôt que aller investir dans une villa et se retrouver avec des frais supplémentaires. On savait qu'au départ, il fallait quand même serrer la ceinture. Bon, c'est vrai que j'imaginais pas forcément habiter dans un appartement. Tu te dis, bon, je vais en Afrique, je préfère vivre au grand air, mais bon, après, on est vite rattrapé aussi par la réalité. On dirait que notre réalité, ça va. C'est pas comme si on habitait dans un tout petit appartement, mais reste toujours est-il que, donc finalement, on a décidé de concevoir au dernier étage notre appartement. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on vit avec nos locataires. Moi, par exemple, les choses qui me dérangeaient, c'est qu'ils aiment bien taper quand ils font à manger, là. Comment est-ce qu'on appelle Je sais pas s'il y a une autre appellation, mais en Côte d'Ivoire, on parle de mortier. Ouais, c'est ça, le mortier. Oui. Le mortier, il fait partie de notre quotidien. Oui, mais en plus, dans les appartements, ça doit être très gênant. Oui. Aujourd'hui, je t'avoue que je fais totalement abstraction de ce bruit.
Je me suis fait un dialogue intérieur pour me dire, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que tu acceptes. Quand tu es dans l'acceptation, c'est toujours plus facile. Plus facile. Au début, c'était difficile. Mais bon, on a fait le choix d'avoir une vie différente, de vivre avec nos voisins, qui plus est nos locataires. Donc, on fait avec. Écoute, ça fait une bonne transition. Donc, on va dire que vous faisiez les va-et-vient, enfin, toi et les enfants pendant l'été. Et à quel moment est-ce que tu comprends que c'est le bon moment pour toi d'y aller définitivement? De t'y installer, je veux dire. À quel moment? En réalité, c'est que j'avais pas mal discuté avec mes collègues de mon projet, notamment un collègue qui était délégué syndical, et il m'a dit, je te conseillerais d'attendre, ne pars pas trop vite, parce qu'il y a des mouvements sociaux qui se préparent. Donc je me suis dit, bon ok, on va prendre le temps, même si je prenais vraiment mon mal en patience, parce que c'était difficile les dernières années, mais de toute manière, on est obligé de patienter, on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai dû patienter, et finalement j'ai pu profiter d'un avantage qui était c'est pas vraiment démissionner, c'est une sorte de licenciement que j'ai pu négocier. Donc ce qui m'a permis de partir plus sereinement et avoir aussi de l'argent de côté pour pouvoir démarrer mon activité professionnelle. Donc voilà, ça a été une stratégie qui m'a amené à gagner en préparation. Je suis pas partie comme ça du jour au lendemain. Donc c'est ça aussi qui a été le déclic, c'est une fois que le mouvement qui a été mis en place, je me suis tout de suite intégré, et donc ça m'a permis de prendre le temps, de cranter toutes les actions et de partir de façon plus sereine. C'est-à-dire que dans ton témoignage, on sent beaucoup de préparation. Beaucoup. Et heureusement. Parce que je te cache pas qu'il y a des moments où j'ai appelé mon mari, c'est bon, je vais venir. Et... Même lui, il te dit non, patiente. Parce qu'il me connaît. Si je me retrouve là-bas et au final, ça se passe pas ça se passe jamais comme prévu, mais si c'est vraiment difficile, bon, il sait que derrière, après, il va falloir aussi gérer les émotions, Donc il y avait certains moments, t'as envie de partir, quoi, parce que c'est pas évident, la relation à distance non plus. Mais finalement, on a eu raison. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, on a pu jouir d'une installation plus sereine. Plus sereine. Ça dit que monsieur a préparé le terrain, mais toi-même, comment vont se passer les premiers jours quand tu arrives? Tu commences par quoi concrètement? Mais en réalité, ça s'est fait progressivement. Moi, je suis pas une adepte de partir du jour au lendemain, faire les choses. Donc, tout a été installé. Donc, j'avais déjà aussi développé mon réseau sur place. J'avais identifié aussi HEC Challenge Plus. Et moi, j'avais besoin aussi d'intégrer un environnement structuré. Donc, j'avais déjà... Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait le choix, donc j'ai quitté Orange le 30 septembre, le 1er octobre, j'avais déjà pris mon avion. C'était clair, tout était déjà prêt. Ok. Et mes enfants, je les avais envoyés un petit peu avant moi. D'ailleurs, 2 semaines avant. D'accord. Et donc, quand on parle de préparation, en fait, ça va plus loin parce que là, tu nous parles de HEC Challenge Plus. Donc, tu faisais ça pendant que tu étais ici? Non. Donc, je me suis installée le 1er octobre et le 5 octobre, parce qu'après, il fallait passer des sélections. Parce que l'idée, c'était, j'ai intégré un incubateur. HEC Challenge Plus, c'est HEC Paris qui a développé une entité en Côte d'Ivoire et une au Sénégal. Et donc, ils accompagnaient des personnes qui voulaient lancer un projet en Côte d'Ivoire. Donc, il a fallu que je passe donc les sélections, tout ça, c'était de la préparation, mais le dispositif a démarré le 5 octobre. Le 5 octobre. Donc, je suis arrivé le 1er, le 5, tout de suite, j'avais intégré HEC, c'était une formation qui a duré sur 8 mois, et ça, c'était très... Finalement, ça m'a... ça a été important pour moi, parce que du coup, c'était rassurant. J'intégrais donc un écosystème structuré. C'était un peu la continuité, finalement, avec Orange. Même si, là, c'était vraiment pour mon propre projet, mais j'ai été encadré par des professeurs super bien capés, qui avaient une très bonne connaissance du tissu entrepreneurial ivoirien. Donc, j'étais bien encadré pour pouvoir poursuivre et développer et structurer mon entreprise. Donc ça a été une belle transition en fait. J'ai essayé de mettre tout en place pour que je puisse, tu vois, anecdote
voilà, un peu farfelu dans le sens où j'ai acheté exactement le même ordinateur que j'avais chez Orange. J'avais besoin d'avoir dans mon esprit, c'était le même, et ça m'a permis de gérer la transition plus sereinement aussi, tu vois. Ça peut paraître anodin, mais j'ai acheté le même ordinateur. Ben oui, en fait, c'est un détail très intéressant parce que c'est-à-dire, jusque dans les détails, tu avais besoin d'avoir cette sérénité, on va dire. C'est ça, tu vois, même quand on a emménagé l'appartement, j'ai acheté mes meubles chez Ikea. Parce que j'avais besoin de retrouver aussi, me retrouver tes repères. Voilà, mes repères, c'était important pour moi. Aujourd'hui, je m'en fiche, je peux totalement les changer, mais il fallait que je retrouve des choses familières pour que la transition se fasse le mieux possible. Le mieux possible, oui. Et j'ai envie de revenir en arrière. Donc, HEC Challenge Plus, comment est-ce que tu en entends parler? À partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai totalement changé d'état d'esprit. Quand tu es dans une grande entreprise, tout vient à toi. C'est extrêmement simple. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Mais à partir du moment où tu as pris conscience que tu es entrepreneur, tu es seul. Et c'est toi qui es la clé, finalement, du succès de ton entreprise. Donc, si tu attends, tu sais, c'est comme si, tu vois, je sais pas moi, tu cherches le prince charmant, si tu penses qu'il va venir, tu vas rester chez toi dans ton lit et qu'il va venir te réveiller. Tu vois, parce qu'on nous a quand même pas mal passionné avec ce genre d'histoires qui n'ont aucun sens. Si tu attends que le prince charmant vienne te chercher chez toi, tu vas attendre longtemps. C'est la même chose. Il faut vraiment être dans l'action, il faut être au contact, il faut aussi te retrouver dans des écosystèmes de personnes qui œuvrent dans ton sens, qui recherchent aussi ce que toi tu as. Tu vois, par exemple, quand j'ai voulu acheter mon immeuble, avant ça, je me suis formée. J'ai intégré un groupe d'investisseurs. Et tu vois, la première réunion, j'avais une personne qui était en train de nous partager son expérience et qui disait qu'il avait un patrimoine de 6 millions d'euros. Donc ça te motive tout de suite. Tu dis, ah ouais, mais c'est possible. Donc, c'est la même logique qu'il faut mettre en place pour tout. Si demain tu veux t'installer en Afrique, j'ai intégré des associations. Par exemple, Repat Africa, parce qu'ils étaient entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et donc, j'étais qu'avec des gens qui avaient envie de s'installer, ou en tout cas, qui avaient envie de développer des projets en Afrique. Donc forcément, ça a fait sens, et ça instaure une dynamique qui est extrêmement importante, et qui va conditionner aussi toutes les actions que tu vas mener par la suite. C'est très intéressant. Non, mais c'est très, très intéressant. Parce que là, tu viens de dire beaucoup de choses, mais très intéressantes. C'est-à-dire que l'écosystème, il est primordial. Parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, en fait, quand tu as quitté Orange, le 30, le 1er, tu as atterri en Côte d'Ivoire et tu as navigué sur place, mais non. Il y a eu beaucoup, beaucoup de préparation. Tout à fait. Tout à fait. J'aurais pas pu faire autrement. En t'entendant parler, tu as dit mon entreprise. Donc, ça a attiré mon attention. Je me suis demandé si, avec ton mari, vous avez des projets séparés, quand bien même qu'il soit rentré pour préparer le terrain. Donc, est-ce que c'est parce que, chacun a son entreprise? Est-ce que c'est un projet commun sur lequel vous travaillez? Enfin, pour qu'on comprenne un peu l'organisation sur place que vous avez. Alors, chacun a son entreprise. On va toujours apporter le soutien à l'autre. Maintenant, on est des profils totalement différents et en même temps complémentaires. D'accord. Mon mari, quand il s'est installé, donc il a ouvert une entreprise de transfert d'argent dans l'immeuble. Lui, il fonctionne beaucoup à l'angle très business, c'est-à-dire qu'il va identifier un problème et il va essayer de trouver la solution rapidement. C'était lancé un moment dans le gaz, donc finalement là, il a vu qu'il y avait un gros besoin de poissons, il n'y avait pas de poissonnerie, donc il a utilisé le même emplacement pour pouvoir commercialiser du poisson, de la viande. Et du coup, moi, je fonctionne différemment. Lui, c'est business is business. Voilà. Il saisit les opportunités. Il saisit toutes les opportunités, ça c'est très bien, parce que lui, c'est un entrepreneur dans l'âme. Moi, il faut que ça fasse sens pour moi. Voilà. Donc forcément, on va avoir des entreprises totalement distinctes, mais c'est lui qui a fait construire nos immeubles. Donc il a cette compétence dans l'immobilier, dans tout ce qui est construction. Même quand j'ai fait construire donc mes bureaux, qui sont en train d'être construits d'ailleurs dans notre immeuble, il m'a mis à disposition l'équipe avec laquelle il travaille. Je dis son équipe parce qu'en fait c'est lui qui les manage. Bon, ça reste notre équipe, mais je considère que c'est la sienne. Et donc le but aussi au sein de Terra Africa, c'est de se lancer dans la construction. Donc il va intervenir à ce moment-là, parce que lui, tout ce qui est foncier, c'est pas quelque chose qu'il aime. D'accord. Jusqu'ici, on parlait de comment est-ce que tu te prépares
pour rentrer. Et donc, une fois que tu es sur place et que tu fais les formations avec HEC+, concrètement, à quel moment est-ce que Terra Africa naît et quelle est la suite, quels sont les challenges auxquels tu vas faire face sur place? D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand j'ai intégré HEC Challenge Plus, je l'avais intégré avec mon mari, initialement. Okay. Sur un projet totalement différent, c'était l'hélicculture. Donc, c'est la production d'escargots. Okay. Donc, on avait démarré ensemble. Et en fait, je suis pas trop à l'aise avec le fait d'abattre des animaux. Je me suis rendu compte que c'est pas pour moi. Même si ça génère énormément de business, dans la durée, c'est pas quelque chose qui fait sens pour moi, qui m'anime. Donc, mais moi, j'ai cette faculté aussi que j'étais amenée à piloter différents projets en même temps. Donc, j'ai cette habitude de piloter plusieurs sujets à la fois. Donc, lorsque j'ai intégré l'incubateur, je réfléchissais aussi à Terra Africa. Donc, toutes les méthodologies que j'apprenais, elles sont universelles et je peux les appliquer à tout business. Donc, du coup, en parallèle, je faisais déjà des réflexions sur Terra Africa. J'avais aussi un ami qui bossait avec moi sur le sujet. Donc, j'étais pas seule aussi. Et donc, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Et puis aussi, l'élevage escargot, c'est très compliqué en réalité aussi parce que c'est du vivant. Donc, il faut être tout le temps là. Et moi, j'ai horreur de me retrouver dans un écosystème enfermant. Moi, je peux pas être H24 à surveiller si l'animal il va bien. Non, j'ai besoin de ma liberté. Et je me voyais pas aller m'installer en Afrique et me mettre encore des chaînes. Oui. C'est cette impression que j'avais. Mon mari, ça le dérange pas. Parce que lui, une fois qu'il a son environnement, il n'a pas forcément besoin de bouger. Moi, j'ai besoin de revenir en France. J'ai ma famille qui est là. Donc, j'ai besoin d'être en connexion avec les gens et j'ai besoin que ce que je fais apporte une vraie valeur ajoutée pour pouvoir tenir dans la durée. Et voilà, pour moi, Terra Africa, c'était quelque chose que je souhaitais faire déjà depuis longtemps. Faire de l'immobilier, du foncier en Afrique. Ouais, parce qu'en fait, l'immobilier, je dirais même ce mot, c'est même un peu réducteur dans le sens où, une petite anecdote que je trouve intéressante aussi à partager, quand mon mari avait commencé à construire faire construire les immeubles en Côte d'Ivoire, ça a démarré il y a longtemps. Après, la Côte d'Ivoire a été en situation de guerre, donc tout a été stoppé. Et ça m'a marqué parce que pendant cette période, cet immeuble, on était juste sur le gros œuvre, a abrité une dizaine de familles. Donc ça a contribué à sauver des vies en fait. Donc l'immobilier, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose d'anodin. Tu vois. Et chaque action, il faut pas négliger les actions qu'on peut faire en Afrique parce que ça peut apporter énormément de choses. Tu vois, ça, on est à le milieu de penser que des gens auraient pu s'abriter chez nous. Pendant au moins 1 an, je crois, ça a duré. Waouh. Ouais. À quel moment est-ce que tu te dis, non, en fait, je mise à fond tout sur Terra Africa? Ouais, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, je me suis dit, moi, j'ai besoin de me focaliser sur Terra Africa. Et puis en plus, j'ai vu qu'il y avait une vraie demande. Donc j'avais lancé Terra Africa en même temps qu'un salon qui avait lieu à Paris. J'ai vu qu'il y avait un engouement. Et j'ai vu que c'était ça. C'était vraiment ce projet-là qui m'animait réellement. Donc tu as une demande. Tu peux en vivre. Vas-y. Donc au bout de combien de temps tu as eu tes premiers clients? Lors du premier événement. Donc j'ai créé Terra Africa en octobre en Côte d'Ivoire. Et j'ai profité d'un événement qui a eu lieu en février pour lancer Terra Africa. Et on avait déjà eu des premiers clients lors de cet événement. Après, tout ça s'est fait aussi progressivement parce que ça nous permet aussi de nous adapter en fonction des discours qu'on va tenir vis-à-vis des clients, au niveau de la prise en charge, toute la relation client, le SAV. Et puis, il y a toute la partie qu'on ne voit pas. C'est le foncier. C'est un monde cruel en Afrique. Surtout quand tu es une femme et que tu te retrouves dans un environnement, c'est un environnement d'hommes. Alors, une femme qui vit, qui a grandi en France, qui arrive dans un milieu totalement masculin, elle doit faire ses preuves. Donc, oui, c'est une réalité qui est quand même assez... assez difficile au début. Mais bon, moi, comme j'aime, j'ai pas peur des challenges. Donne-nous des exemples de challenges concrets. Des exemples de challenge, c'est tu dois faire tes preuves. T'arrives, ils t'appellent petite sœur. Bon, c'est des gens souvent qui ont 10 ans, 15 ans de plus que toi, qui considèrent qu'ils connaissent tout.
Tu te rends compte qu'au final, en termes de gestion financière, ils sont pas du tout au rendez-vous, qu'ils ont de l'or dans les mains, mais que derrière, ils le transforment pas forcément comme il se devrait. Et puis moi, je me suis formée. J'ai obtenu d'ailleurs ma certification là dernièrement d'aménageur foncier et de gestionnaire de projet de lotissement auprès d'un juriste très renommé. Donc aujourd'hui, il ne peut pas me raconter des histoires. Chose qu'on pouvait le faire au début. Au début, quand tu arrivais. Voilà, en parlant de challenge, heureusement, enfin moi, dès le départ, de toute manière, j'avais de l'argent de côté, donc j'ai investi avec mon argent. Donc j'ai pas risqué l'argent de mes clients. Il fallait déjà que moi-même, je me fasse mes armes, que je teste et que je vois comment ça se déroule. Et fort heureusement que j'ai utilisé mes propres deniers pour me lancer dans les premières opérations, parce que faut jamais croire ce qu'on vous dit. Même si la personne vous semble bien positionné, parce qu'on voit les bureaux, il semble être respecté, ça fait des années qu'il est dans ce domaine, mais vous connaissez jamais assez bien les gens, et il faut vraiment creuser, mais creuser jusqu'au bout. Ne pas se baser sur des petites impressions, il faut vraiment avoir le réseau qui vous permette et le niveau d'expertise qui vous permette de les challenger. Donc je dirais que la première erreur que j'ai faite, bon heureusement c'est pas une grosse erreur, parce que ça reste mon argent, et j'ai quand même pas mal d'argent, on va dire, bloqué, mais après vérification, ça reste quand même un investissement sécurisé, mais qui va se développer à long terme. D'accord. Donc voilà, c'est de l'argent que je vais pas pouvoir utiliser, je pense, à horizon 3 ans, voire peut-être 5 ans. Quand ça va se débloquer, ça va être incroyable, mais c'est pas ce que j'avais prévu initialement, tu vois. Ok, d'accord. C'est un projet sur lequel tu investis, mais sauf que tu ne peux pas exploiter le bien tout de suite. Tout à fait. Maintenant, quand tu dis que tu as investi de l'argent propre pour mettre aussi tes clients en confiance, comment est-ce que tu as rattrapé le coup derrière, puisque ce projet-là, tu n'y as plus accès? J'ai investi là, 65% de mes économies, donc il me restait quand même 35%. Ok. Voilà. Donc je me suis rattrapé comme ça. Et puis après, j'avais aussi des investissements achat-revente très sûrs. Donc j'achète, je revends. Et forcément, ça m'a permis de générer des revenus plus rapidement et travailler sur un autre business model qui n'était pas prévu initialement. Donc il faut se réinventer, il faut s'adapter. Vous avez un élément inconnu dans l'équation, il faut le remplacer, tester et voilà. Et toujours être en réflexion, aller vous renseigner, vous former, être bien conseillé aussi. Donc c'est ça qui va vous amener à changer complètement de cap. Mais oui, c'est challengeant. Oui, si. Le foncier est finalement un domaine qui fait peur. Parce qu'on est on n'est pas à l'abri de coups bas. Il peut arriver que tu achètes un terrain et que ce terrain-là soit vendu à 10 personnes. Et toi, derrière, comme tu n'as pas le réseau, les outils qu'il faut, tu ne peux pas te battre ou tu ne peux même pas aller vérifier pour voir qui est véritablement le propriétaire. Et donc, si je comprends bien, toi, avec ce que tu proposes, il y a moyen d'éviter tous ces problèmes-là et être sûr d'acheter de bons terrains, des logements avec tous les papiers qu'il faut sans être emmerdé, on va dire. Il faut aller à la source. Comme je le disais, il ne faut pas se baser sur ce qu'on vous dit. Ok. Même si vous avez en face de vous un promoteur qui a soi-disant fait ses preuves, on ne sait jamais la réalité. D'ailleurs, il y a même un scandale là, en Côte d'Ivoire sur un ensemble immobilier qui a été construit magnifique, pas loin de Bassam. On voit même le président, en tout cas un homme politique, couper le cordon. Mais en fait, ils n'ont même pas été voir la direction de la topographie et la cartographie, c'est la base. C'est eux que je vais voir en premier. C'est eux qui ont les informations sur les potentiels litiges. Il y a des chevauchements parce que ce sont eux qui valident la conformité finalement de votre projet foncier. Et je pense que la personne qui était à la tête de ce projet savait. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, souvent, les gens pensent qu'ils ont le bras plus long que l'autre et que c'est comme ça qu'il va pouvoir régler la situation. Mais si dès le départ, il y a un conflit et que tu n'en tiens pas compte et que tu penses que tu vas être plus fort que la personne qui est en face de toi, aujourd'hui, on voit que le président, Alassane Ouattara, quand même, il a fait quand même... il a apporté énormément d'améliorations. Et si la personne en face est en capacité de prouver qu'elle est le propriétaire, donc elle avait rien à céder, tu peux dire ce que tu veux, même si tu as le bras long, surtout aujourd'hui,
avec les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Oui. Donc, au lieu de régler le problème à la base, il a laissé que la situation prenne de l'ampleur. Et aujourd'hui, il va s'en mordre les doigts. Et le problème, c'est que tu as des gens qui ont acheté des biens en ayant des ACD, mais c'était pas vraiment des ACD qui étaient basés sur des fondements qui étaient solides. Donc, tu penses que tu as un vrai ACD alors que non. Maintenant, moi, je sais comment vérifier si l'ACD est vrai. Et je sais vérifier à la base. Parce que tu peux avoir... Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes. Donc, qui sont même au sein du ministère et qui vont valider des choses. Bon, après, je ne vais pas trop me mettre à dos, donc on va pas rentrer dans la... mais voilà, ça existe. Mais si vous allez vraiment à la source et si vous allez au contact des personnes qui ont les informations, vous avez le moindre doute. Parce que le doute, il est présent. C'est pas possible que la personne ne savait pas qu'il y avait un problème. Mais elle se dit, bon, je vais régler le problème. Ouais, mais si tu comme ça que tu règles tes problèmes, non, ça marchera pas toujours à tous les coups. Ça finit par te rattraper. Ça finit par te rattraper, surtout sur des projets énormes comme ça. Non. Moi, en tout cas, je m'aventure pas. On me le dit quand je vais au ministère, on me dit, bon, là, je vous conseille de passer sur un autre projet. Et voilà, tu peux peut-être parfois avoir un pincement au cœur en te disant, c'est une super opportunité, mais dès que tu as le moindre doute, il faut se dire que tu engages des fonds de tes clients, tu engages ta responsabilité, tu engages aussi ta réputation. Oui, donc, c'est ça, ta crédibilité. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que mon mari n'aime pas le foncier. En fait, c'est très délicat. Et j'aime bien l'idée qu'on développe le sujet pour montrer justement que tu as une vraie expertise derrière ce que tu proposes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont méfiantes parce qu'on a tellement entendu de choses que c'est bien que tu nous sensibilises là-dessus. Moi, la première, j'étais méfiante moi-même. J'ai fait confiance à de la famille. 17 ans plus tard, j'attends toujours mes terrains à Bassam. Mais bon, c'est la famille. Je leur ai rien demandé comme document. Sur quoi tu veux que je m'appuie? Et tu vas mettre qui en prison? Il y a ce lien qui fait que t'es obligé de passer l'éponge en réalité. Ou vivre finalement d'espoir en espoir. Il va te dire, ah oui, bon, j'ai un autre chantier. Et après, il y a encore un problème sur ce chantier. Et tu regardes derrière toi, tu dis, mais ça fait 15 ans quand même. Est-ce que j'ai le droit de m'énerver ou pas? Wow. Non, t'abandonnes. Tu vois. Mais moi, aujourd'hui, qui m'y connais, quand je creuse, je me suis dit, mais en fait, c'est un échec son projet. Mais quand tu n'as pas la compétence, tu crois à ce qu'on te dit. Et puis tu espères. Ouais. Mais oui, moi, à un moment, je me suis dit, mais t'as pas de souci à te faire. T'as 5 terrains à Bassam. Tu les as achetés il y a 17 ans. Ils vont coûter 40 000 €, parce que je me renseigne sur les prix. 40 000 fois 5, ça bien quand même, hein. Mais en fait, tu t'appuies sur du vent. Tu vois? Ça fait mal, ça. Ça fait très très mal. Ça fait mal. Quand tu prends conscience qu'on t'a vraiment tourné en bourrique, c'est pas évident. Hein. Mais quelque part, c'est de ma faute, en vrai. J'ai fait confiance et j'ai pas vérifié. Mais en réalité, on n'a pas toujours les moyens de vérifier. Oui. Enfin, je me mets à votre place, vous êtes à distance, comment vous allez vérifier? Et même si tu fais appel à ton cousin, il s'y connaît pas forcément en foncier. C'est un métier. C'est un métier à part entière. Donc, il faut aller voir des personnes qui détiennent l'expertise. Et après, mais des gens qui ont quand même aussi fait leurs preuves, où tu sais où les trouver s'il y a un problème, c'est important. Après, voilà, il y a des gens honnêtes là-dessus, et heureusement, dans ce domaine-là, il y a pas mal de personnes qui sont honnêtes. Donc, je ne veux pas décrire du tout ce métier-là, parce que... Oui. C'est comme partout, il y a du bon, du mauvais, donc il faut faire attention à qui on donne sa confiance. C'est ça. En tout cas, vous avez bien entendu. D'accord, on continue avec les challenges, parce que c'est toute la famille qui a fait le choix de rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc, les enfants, comment est-ce qu'ils s'adaptent à cet écosystème-là qui est totalement différent de la vie en France? Beaucoup de pédagogie, et il faut aussi que eux, à leur niveau, c'est au même titre que nous, hein, ils doivent avoir un réseau sur place, des amis, des activités. Si t'as pas d'activité, que tu sois un enfant ou un adulte, tôt ou tard, tu vas te demander qu'est-ce que tu fais là? C'est logique. Donc, moi, j'ai des jumeaux. Le plus grand, il avait déjà 20 ans, donc lui, il suivait ses études supérieures ici. On a laissé notre appartement ici. Oui, lui, il était resté. Ouais, lui, il est resté. Et donc, puis de toute façon, lui, il n'a pas du tout un profil, il n'aime pas le changement, donc finalement, c'est bien tombé. Sinon, je pense qu'il l'aurait vécu difficilement, lui, en tout cas. Il a juste déménagé d'une ville à une autre
à 10 minutes de distance, on a l'impression qu'on avait fait quelque chose de grave. Donc lui, changement jusqu'en Afrique, ça aurait été très difficile. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Hein. Le profil de votre enfant, il est à prendre en compte. Oui, totalement. Et excuse-moi, c'est pas pour te couper, mais j'entends beaucoup justement le fait de se connaître, que ce soit pour toi-même, que ce soit pour ton époux, mais aussi pour les enfants. Le fait qu'on tient compte de la personnalité de chacun pour savoir comment est-ce qu'on s'ajuste, vers quoi est-ce qu'on s'oriente. Et ça, c'est primordial. Vraiment ça. Puis mes jumeaux, ils ont un profil un peu comme moi, assez aventurier. Après, comme je te dis, il y a la carotte, hein. C'est bon. Alors, on va aller en Afrique. Bon, de toute façon, on aura besoin d'un chien. Ils avaient quel âge à l'époque? Les jumeaux, ils avaient 16 ans quand même. À 16 ans, ils étaient déjà adolescents. 16 ans, parce qu'on a décalé. Il faut être prêt quand même pour s'installer. Donc, ils ont participé aussi à acheter tout ce qu'il fallait au sein de leur chambre. Voilà, la décoration, ils ont choisi des meubles. Il fallait vraiment aussi les intégrer, les associer à ce projet-là. Après, donc sur place, bon, il y a aussi le choc des cultures. Hein. Je sais qu'il y a un de mes enfants qui s'est pris une réflexion à l'école qui lui a dit, mais pourquoi tu parles comme un blanc? On est en Afrique ici. Bon, il est revenu vers moi en me disant ça. Je lui ai dit, écoute, tu sais, ta double culture, c'est une force. Parce que moi, je me suis pris cette claque la première fois que j'étais au Sénégal, quand on m'appelait Toubabou Black, ça m'a fait extrêmement mal. Mais vraiment. Mais oui, en fait, ça fait mal parce que finalement... en fait, je sais pas comment tu le prends. Ça dépend de chacun. Mais parfois, je prends mon cas, parfois tu te retrouves au milieu où tu te dis, mais ici, on me rappelle que je suis de là-bas, et là-bas, on me dit, je suis d'ici. Tu vois. Ça. Et tu es perdu. Voilà, il y a une période où tu vas te chercher. Donc, moi, la première fois que je me suis rendue au Sénégal, Toubabou Black, ça m'a fait extrêmement mal parce que je me suis dit, je vais enfin me retrouver dans un endroit où il n'y a que des gens qui me ressemblent. Moi, en plus, il y avait... À l'époque, on était peut-être 3 noirs par classe, donc on se prenait pas mal de remarques aussi. Donc, il faut aussi gérer tout ça. Donc, tu te dis, je vais me retrouver dans un pays où il n'y a que des noirs. Waouh, ça va être incroyable. Je vais retrouver mes frères et sœurs. Ah, ça, c'est dans ton inconscient. Mais tu te prends une bonne claque là quand tes propres cousins qui te disent, mais toi, t'es Toubab. Waouh. Mais aujourd'hui, moi, Toubab, ça me va. Parce que c'est vrai, en réalité, ils ont raison. Je suis née, je peux avoir potentiellement des comportements de Toubab et des comportements... Parce que mes parents, ce sont des Africains. Ils m'ont élevé à l'africaine. Oui. Donc, j'ai vécu entre les deux mondes. Et pour moi, c'est une super opportunité. Et je ne dois pas en avoir honte. Bien sûr, c'est une richesse, on ne doit pas en avoir honte. Quand vous voyez qu'il y a des Français qui arrivent à très bien s'intégrer en Afrique et qui ont bâti des empires, nous, normalement, on est censé être facilité. Donc, pour moi, c'est un avantage, et c'est ce que j'expliquais à mon fils. Je lui dis, mais en fait, c'est normal que tu parles comme un blanc. Tu lui expliques, tu lui dis, mais j'ai grandi parmi les blancs, tu veux que je parle comment? C'est ça. Et j'assume, et t'assumes. Donc, mais d'un côté, t'as aussi les profs qui les valorisaient. Donc, finalement, ils étaient plus valorisés en Afrique. Après, bon, mon fils a été malin, il en a parlé aux profs, et ce qui était bien, c'est qu'il faisait des points toutes les semaines pour savoir si tout allait bien, et mon fils l'a dit. Ah, ça s'est super bien passé, mais je me suis pris cette remarque. Et ses camarades, mais qui a dit ça? Et du coup, le jeune a été gêné finalement et s'est excusé. Ok. Voilà. Donc ça arrive, ça peut arriver, pour moi c'est un peu de la bêtise humaine, mais il a pris conscience de l'erreur et il s'est excusé, et puis c'est passé. Donc faut pas prendre ça, se complaire dans un rôle de victime en disant, bon, il m'a dit ça. T'expliques, c'est de la pédagogie en fait. C'est ça, tout est dans la communication. Heureusement qu'il l'a pas gardé pour voilà, lui. Il m'en a parlé. Et, donc finalement, à part ça, ils ont réussi quand même à... Ouais, ça s'est bien passé, mais bon, mes enfants, en plus, nous on était dans la ville où on vivait en France, ils étaient dans une grande... c'est une cité scolaire. Donc ils bénéficiaient d'avantages que d'autres n'avaient pas, c'est-à-dire que de liberté, ils étaient un peu considérés comme des grands. T'arrives en Côte d'Ivoire, déjà mon fils a dû couper ses locks. Voilà. Ah bon? Mais il y a des loxés en Côte d'Ivoire. Pas à l'école. Oh, ah oui. Non, il faut se conformer, heureusement, parce qu'ils avaient peur qu'on leur rase la tête, même d'ailleurs, parce que dans certaines écoles, les filles se rasent la tête. Hein. Oui. Il y a eu même la polémique dernièrement. Voilà. Donc c'est beaucoup plus strict. Donc t'arrives, on te dit, bon, tu dois couper tes locks. Il n'y a pas d'autre choix. Donc bon, c'était difficile, mais il a accepté. Donc il travaillait beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'aimaient pas trop travailler en France. Voilà. Et là, ils sont devenus très rigoureux. Et ils sont rentrés dans un système, finalement, qui leur va très bien. Et aujourd'hui, je suis contente. Parce qu'ils ont vécu autre chose. Et on leur donne pas forcément... On leur donne le choix, mais sans... C'est pas aussi permissif qu'en France.
Donc on t'écoute, on te laisse t'exprimer, mais les règles, ce sont les règles. Donc il travaillait beaucoup. Et il disait, ouais, j'en ai marre, on travaille trop ici. Ils n'avaient pas l'habitude de travailler autant. Pourtant, l'école au sein de laquelle ils étaient en France, c'était une école assez élitiste. Mais en fait, c'est soit tu marches avec tout le monde, ou soit on te met de côté. Donc les jumeaux, c'était un peu ça ici. Donc ils étaient avec des enfants qui avaient des niveaux super élevés en France, et ils avaient un petit peu décroché. En Afrique, on te laisse pas... Enfin, en Afrique, en tout cas dans l'école internationale, parce que ça aussi, il faut en parler, parce que c'est quand même des coûts, ça coûte cher. On te laisse pas. On te laisse pas décrocher. Et oui, il y a un vrai suivi derrière. Un vrai suivi derrière. Il y a beaucoup de devoirs sur table, il y a aussi de la valorisation, donc ça te donne envie de te dépasser. Et j'ai vu que ça leur a apporté énormément, vraiment. Donc là-dessus, je suis contente quand même qu'ils aient pu suivre le système scolaire ivoirien, français, mais en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils ont eu le bac et ils sont de retour Oui, France. ils sont de retour. Bon, non, ils sont en première, mais ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bac en Afrique. Ah, mais je pensais que c'est parce qu'ils avaient eu le bac qu'ils étaient revenus. Non, je crois, comme je disais, ça se passe pas toujours comme on veut. Ok, d'accord. Voilà, ils ont voulu retourner en France. Bon, moi, ça a été un gros déchirement pour moi, parce que... Mais en réalité, en m'interrogeant, je me rends compte que c'est mon projet, je peux pas aussi leur imposer. Mon projet, celui de mon mari, ils sont grands, je veux pas non plus les frustrer, et je vois quand même qu'ils sont sur les rails. Après, il y a un cadre, hein. Si ça se passe pas bien, je reviens vous chercher. Et que vous ayez 18 ans ou pas, j'en ai rien à faire. Donc ils savent, je les accompagne ici, et je fais plus d'aller-retour aussi, donc c'était pas prévu, c'est un challenge aussi. Et il y a aussi cette inquiétude, tu te dis, bon, je suis responsable de mes enfants, est-ce que mon projet, je dois le prioriser par rapport à alors, même si ma vie de famille, non, parce que mon mari, lui, en fait, finalement, on est un peu éclaté. Donc ça m'a fait quand même mal, hein. Je te cache pas que quand ils sont partis et que je me suis rendue dans leur chambre, j'avais les larmes quand même. Tu vois, la chambre vide, c'est un peu le syndrome du nid vide, vraiment. Mais après, ça reste des êtres humains à part entière, donc on est obligé de prendre en compte aussi leurs besoins. Oui, c'est vrai. Après, on peut se dire que c'est quelque chose qui allait finir par arriver, parce que une fois qu'ils allaient avoir le bac, il allait falloir penser à la suite. Mais sauf que là, on te comprend parce que c'est arrivé plus vite que prévu. C'est ça. Donc, tu n'as pas eu le temps de t'y préparer aussi. C'est ça, et puis j'ai senti un mal-être. Chez l'un de mes jumeaux, il rigolait plus, il se renfermait, donc je voyais qu'il avait changé. Et ça, je peux pas faire abstraction de ça. Oui. Tu vois. Ce serait dommage de poursuivre sans parler de la vie au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on entend dire que Abidjan est cher. Donc vous, quand vous quittez la France, vous vous installez en Côte d'Ivoire, quelles sont, on va dire, au niveau de la vie du quotidien, quelles sont les réalités que vous constatez par rapport au coût de la vie, ou peut-être que non, je me trompe aussi, tu peux nous le dire. Mais quelle est ton expérience là-dessus? La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas de loyer. Donc déjà, ça, c'est un gros poste de dépense en moins. Oui. Parce que majoritairement, les personnes de la diaspora veulent se retrouver. Et nous, on est un peu excentrés, hein. Mais ça me va. Ça me va. Si les personnes de la diaspora qui s'installent en Côte d'Ivoire veulent être au centre, ça coûte extrêmement cher. Oui. Après, nous, on a une employée de maison. Donc déjà, le fait qu'elle fasse à manger à la maison, ça permet de réaliser des économies assez substantielles. Mais la vie est extrêmement chère quand tu veux sortir. Moi, j'ai des copines qui aiment bien sortir et elles aiment bien aller dans les endroits assez chics. Je leur dis, bon, on va se calmer. Mais oui, les endroits, c'est cher. Enfin, c'est vrai, la vie en Côte d'Ivoire est chère, donc il faut être extrêmement préparé. Parce que moi, personnellement, je ne me voyais pas m'installer en Afrique et vivre à chaque fois dans la retenue. Je reste quand même dans la retenue, je ne suis pas quelqu'un de dépensière, mais il faut quand même se faire plaisir. Il faut se faire plaisir, oui. Sinon, autant rester en France quand même. Tu vois, mais rien n'est gratuit. Même le parc est gratuit. Tu vois, en France, il y a plein d'activités avec les enfants gratuites. Mais tu vas aller au cinéma, tu vois, par exemple, ma voiture était tombée en panne. Je vais aller au cinéma à Pâté avec mes enfants. J'en ai eu, donc aller-retour, juste le taxi, j'en ai eu pour presque 20 €. Après, les places de cinéma, on en a eu pour peut-être, je crois, c'est 10 € par personne, 30 €. Ma sortie m'a coûté entre 50 et 60 €. Cinéma. Quand même. En France, tu prends ton petit ticket de métro, t'es pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur de prix. Donc, juste des plaisirs au quotidien. Avec les enfants, ça coûte encore plus cher. Encore plus cher. Tout devient cher. Même le sport. Mon fils, j'ai inscrit au basket. À l'année, même au mois, on payait au mois 50 €, mais moi, je pouvais pas l'emmener tout le temps. Donc le taxi,
j'en avais au moins pour 10 € aller-retour, t'imagines? Le transport coûte beaucoup cher à Abidjan. Extrêmement cher. Et même quand tu dois faire les sorties de réseautage, rencontrer du monde, faut sortir la carte. Il faut sortir de l'argent. Au minimum, peut-être 20 000 francs la soirée si tu veux avoir manger au restaurant. Si t'as pas de voiture, tu peux rajouter encore 10 000 ou même 15 000. Ça va extrêmement vite. Mais t'en as besoin. Si t'es entrepreneur, tu peux pas rester chez toi. Après, tout dépend. Moi, mon mari, lui, il réseaute pas, ça l'intéresse pas. Il en a pas besoin. Oui. Tout va dépendre de l'activité aussi que tu vas viser. Lui, le réseautage, c'est pas son truc. Mais comment est-ce qu'il fait pour attirer la clientèle? Lui, c'est des points de vente. C'est un point de vente, donc... Ouais. Mais après, lui, il a aucune difficulté à aller vers les gens, mais ça va être du commerce de proximité. Oui. Bon, après, il y a aussi les réseaux. T'as une visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà, sur Google, sur les réseaux, donc les gens viennent aussi à toi. Mais c'est pas la même chose quand tu dois vraiment développer une clientèle. Moi, tu vois, par exemple, ça va être une clientèle internationale. Oui. Donc, si je reste caché dans mon coin, je suis sorti de ma zone de confort, mais tout le temps. Il faut animer des masterclass, j'ai été amené aussi à présenter mes projets. Le plus gros challenge, c'était devant 2000 personnes, quand même. Bon, après, j'ai été préparé, parce que de par mon bagage chez Orange, j'ai été amené aussi à animer des réunions, présenter des offres chez Orange. Donc, je suis pas passé j'avais déjà des compétences, des skills que j'ai pu ensuite utiliser. Oui. Mais c'est un autre métier. Tu dois être tout le temps actif, tout le temps. Mais tu embrasses toutes les casquettes pour pouvoir développer ton business, en fait. Toutes les casquettes. Tu dois constituer ton équipe. Tu dois aussi être intelligent parce que du coup, tu peux pas tout financer. Donc, il y a tout un jeu de calcul à faire, stratégie à mettre en place. Qu'est-ce que tu privilégies? Qu'est-ce que tu décales à plus moyen ou long terme? Donc, il y a tout ça et tu dois être... surtout, la comptabilité, le management, les ressources humaines, les réseaux sociaux. Quels ont été tes plus grands challenges dans cette vie entrepreneuriale-là, sur place? Un challenge au quotidien. Je sais même pas. La vie me met de challenge. Je sais pas par quoi commencer. T'as intérêt à être très motivé. Parce qu'il y a des moments où tu vas douter, c'est normal. Les challenges, pour moi, j'en ai au quotidien. Mais c'est des beaux challenges. Parce que quand tu regardes derrière toi, tu te dis, attends, mais j'ai fait ça. Tu sais, comme je le disais tout à l'heure, juste, on te dit, écoute, tu veux gagner en visibilité, il faut aller vers les gens. C'est pas toujours inné d'aller vers les gens, présenter ton offre, monter devant une estrade, des personnes qui te connaissent pas. Faut le faire quand même, hein. Tu prends ton micro. Ça, c'est un vrai challenge. Là, on va me proposer là, prochainement d'animer un panel. Je l'ai jamais fait. Je vais le faire. Mais si j'avais été salarié, je me dis, mais non, je fais pas. Je fais si je veux. Tu vois? Mais là, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix parce qu'en même temps, tu développes des compétences et qui vont te permettre de créer de la valeur, de créer davantage de la valeur. En fait, je suis au service de mon entreprise. C'est pas moi qui décide en vrai. Si je sais que je dois passer par là, je passe par là. Et quand tu fais après une rétrospective, tu te dis, mais j'ai développé de nouvelles compétences dont j'avais même pas conscience que c'était possible. Tu vois. Et c'est des choses que tu peux transposer, quel que soit le domaine dans lequel tu vas exercer. Donc, il faut y aller, mais il faut se préparer. Et puis, à côté de ça, tu as le quotidien que tu dois gérer, qui peut être très pesant. Puis moi, j'ai des enfants, puis j'ai mon mari. En fait, tu as multiples casquettes et tu dois essayer de composer avec tout ça. Et te réinventer au quotidien. La stratégie, tu la réadaptes. C'est ton projet, donc c'est toi qui portes. Si demain, tu tombes... Après, voilà, je dirais mon principal enjeu, ça va être de plus déléguer. Donc, je commence déjà à déléguer pour pas tout porter. Mais au début, c'est normal. Tu dois tout maîtriser. Donc, voilà, ça fait aussi partie des challenges. Donc, comme j'ai dit, la famille, les enfants, le mari, tout est un challenge. Mais quand tu as décidé en ton âme et conscience de te lancer sur ce type de, pas projet, même aventure, tu dois assumer. Totalement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes ton choix? Jamais je regretterai. Franchement, le coup de la liberté. Aujourd'hui, je serais incapable de revivre, de retourner sur le poste, mon ancien poste. Incapable. Et je sais que je peux aller plus loin que ça. Là, aujourd'hui, c'est comme si on m'avait rendu ma liberté et je ne veux pas
L'idée, c'est pas de dénigrer. Mais aujourd'hui, je suis tellement bien dans ce que je fais, je suis à ma place. Et les opportunités, elles sont là, en fait. Donc, je peux pas regretter, c'est impossible. Et j'ai fait des sacrifices, regarde, je vis même pas avec mes enfants aujourd'hui, quand même. C'est un sacrifice. Mais j'ai aussi contribué à ce qu'ils soient autonomes. On est présent, je viens assez régulièrement, je vais venir même plus souvent. Mais pour rien au monde, je changerai ma décision. Je suis tellement bien en Afrique. Vraiment. Tu sais, même quand je t'en parle, même j'ai même je sens que tu vis ce que tu dis. Et donc, j'ai envie que tu nous dises aussi, parce que, enfin, on déduit les leçons de tout ce que tu nous as partagé, parce que c'est très riche. Mais toi, quelles sont les leçons que tu as tirées jusqu'à présent? Parce que l'aventure, elle est encore longue. Mais quelles sont les leçons aujourd'hui, 2 ou 3 leçons qui t'ont marqué et qui t'accompagnent là? Faut jamais se précipiter, comme on dit. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça prend tout son sens. En Afrique, les opportunités, elles sont partout. Si tu regardes bien, si t'es pas focus, un jour tu vas vendre quelque chose, un jour tu vas vendre autre chose. Au final, tu vas te perdre. Et puis aussi, les fréquentations aussi. Si tu sors n'importe comment, n'importe où, au final, tu vas pas être focus sur ton business. Donc, les enseignements que je peux tirer, c'est il faut garder la tête froide. Vraiment. Garder la tête froide, analyser la problématique dans tous les sens. Et si tu n'as pas tous les éléments, tous les outils, va voir les personnes qui ont la connaissance. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On a accès aux réseaux sociaux. Tu peux contacter les gens. Regarde, on se fait contacter comment? Mais c'est comme ça. Faut avoir un peu de courage et d'audace. Et j'aurais apprécié qu'on puisse me donner ce temps-là et qu'on puisse me partager des tips parce que ça te permet d'éviter plein d'écueils. Tu vois, moi, les gens disent... Enfin, c'est important de lire, tu peux lire aussi, parce que ça te donne des informations, mais quand tu as les personnes en face de toi, tu vois, moi, j'aurais aimé avoir une grande sœur qui puisse m'aiguiller, mais franchement... Mais j'aurais quand même fait mes propres choix. Hein. Oui. Parce que l'idée, c'est pas écouter les gens bêtement. Faites moi, ce que je peux dire aussi, c'est écoutez-vous. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Écoutez-vous, parce que c'est vous qui savez exactement ce qui est bon pour vous. Tu vois, même avec mes enfants, avant, j'étais « Non, fais pas ci, fais ça. » Non, parce que je sais que moi, j'avais besoin qu'on me laisse faire mes propres erreurs. Et que comme ça que tu peux t'améliorer. Sinon, tu vas vivre, c'est facile, hein, tu vis dans un vase clos. Mais en fait, tu vis pas réellement. Et tu t'améliores pas. Et tu t'enrichis pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir les gens qui détiennent finalement le savoir et qui vont vous permettre de gagner du temps. Moi, je le fais tout le temps aujourd'hui. N'hésitez pas à aller vous former, pas chez n'importe qui non plus. Et soyez focus. Focus. Ouais. C'est le premier enseignement que j'ai tiré. Super. On arrive à la fin. Je pense que tu l'as deviné du podcast. Et sur Résonance, on a aussi un rituel de fin. Du coup, c'est de te lire le mot de l'invité précédent. Donc, tu feras pareil aussi. Tu laisseras un petit mot avant de partir. Le message dit ceci. Quelles que soient les difficultés que nous vivons, il ne faut pas oublier l'objectif. Que la foi et la patience soient votre credo. Je te souhaite beaucoup de courage dans ton projet. Tout à fait aligné avec ce qui a été dit. C'est vrai que je n'ai pas parlé de foi, mais c'est extrêmement important. La foi, je dirais, c'est même la colonne vertébrale de ton mindset. Parce que tu vas passer par différentes phases. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas de foi, ça va être très difficile. Et ça rejoint un peu ce que je disais sur le focus aussi. Donc, pour moi, ce qui est important aussi, c'est la résilience. Parce que, de toute manière, une vie linéaire n'a aucun intérêt. Donc, il faut toujours s'attendre à ce qu'aujourd'hui, tu sois au plus haut, demain, tu peux être un peu au plus bas. Et c'est rien, en fait, quand tu compares avec les situations catastrophiques que certaines personnes vivent, tu relativises très, très vite. Totalement. Voilà. Et moi, je considère que, en tout cas, me concernant, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Et c'est à moi aussi d'écrire mon histoire comme je souhaite l'écrire. Mais par contre, la foi, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. Je peux essayer de mettre tout en place, mais si derrière, mon créateur, parce que moi je suis croyante, elle a décidé autrement, il faudra l'accepter et s'adapter.
Merci. C'est vrai que c'est en résonance parce que tu as parlé de focus et en plus la personne parle de projet. Je me suis dit, en plus elle est vraiment dans son projet, dans son aventure, donc ça colle totalement. On ne va pas partir sans que tu n'adresses un message spécifique aux personnes qui sont vraiment dans cette phase du questionnement, parce que comme je le disais, on parle beaucoup de retour en Afrique. On sait que ça va se faire pour beaucoup de personnes, mais pas forcément pour tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que c'est possible. Et donc à une personne qui en ce moment est dans cette phase de questionnement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment est-ce que je me prépare, est-ce que tu peux lui adresser un message qui peut l'aider, l'éclairer dans sa réflexion? Pour moi, la pire des situations, c'est rester dans le doute. Il faut conforter ses hypothèses, et pour ça, il faut aller à la recherche d'informations. Mais ne pas hésiter aussi à aller sur place quand même, c'est important. Et l'allers-retour vont vous permettre aussi de prendre conscience des réalités. Et puis, pour moi, le but, c'est de ne pas avoir de regrets. Donc, tant que vous avez mis tout en œuvre pour développer votre projet, si derrière vous changez, c'est possible, hein, vous pouvez très bien changer totalement de projet, mais au moins vous aurez essayé. Et aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On a accès aux réseaux sociaux, on a accès à l'information, et il faut arrêter de cogiter. Passer à l'action, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup Kumba pour notre échange. Merci à toi. Pour tout ce que tu nous as enseigné, pour cette ouverture que tu crées, parce que le fait de voir des personnes qui ont fait le chemin encourage aussi, ça montre qu'il y a de l'espoir et que c'est possible. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin de tes services? Alors nous avons un site internet, donc vous tapez Terrafrica Group, vous allez retrouver très facilement, possibilité de prendre un rendez-vous avec mes équipes et moi. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Kumbaba, Instagram, Terrafrica Group, Facebook, et nous allons participer prochainement au salon aussi, organisé par Philippe Simon, le 10 octobre. Donc on pourra aussi se voir en présentiel. Et on sera également à Toulouse le 3 octobre. Donc on est assez présent sur la France. Ah, super. En tout cas, je mettrai tous les liens vers ces réseaux sociaux en bas de description. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous faire accompagner de manière sécurisée pour vos investissements en Côte d'Ivoire, mais pas que. Sénégal aussi. Au Sénégal aussi. Donc, n'hésitez pas à contacter Kumba ou son équipe. Donc, ça a été un plaisir de te recevoir. On te souhaite une belle continuation dans ton aventure, beaucoup de succès, de réussite. Et tu viens de le dire, tu as la foi et je te souhaite que Dieu continue de t'accompagner. Amin, comme on dit chez moi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je te souhaite le meilleur également et merci en tout cas pour cette sollicitation. Et si je peux véhiculer un message ou en tout cas partager mon expérience, ça n'engage que moi. Hein. L'idée c'est ça, je ne veux pas me positionner en donneur de leçons. Mais l'idée c'est vraiment partager les enseignements que j'ai pu, en tout cas moi, observer au sein de ma modeste carrière. Voilà. Ah, modeste. Très riche carrière. En tout cas, merci encore. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire toutes vos questions, votre ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce que Kumba nous a partagé. Si vous avez des questions, posez-les. Je les lui transmettrai ou je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux. Mais en tout cas, n'oubliez pas tous ces conseils qu'elle nous a véhiculés. Le plus important, c'est d'oser, de s'écouter aussi et de ne pas rester dans le flou, dans le doute. Je pense que ce n'est qu'en passant à l'action que la clarté arrive et qu'on prend conscience véritablement de ce qui nous correspond ou pas. Dans tous les cas, faites-vous accompagner, formez-vous, mais surtout, osez suivre la voie qui vous correspond. Merci de nous avoir suivis, prenez bien soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye! Bye!